un réseau harmonieux. Je ne sais pas si c'est harmonieux, si c'est le mot qui correspond le plus. En tous les cas, on va voir cette question avec évidemment Marianne Legnaud, la présidente du directoire d'Enedis. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes au cœur, vous avez entendu les différents hommes politiques ou femmes politiques. Vous êtes un peu au cœur de la question. Et puis, il y a cette question de savoir comment vous allez faire évoluer, dans le cadre de cette électrification, ce sursaut électrique, comment est-ce que vous allez adapter votre réseau. J'ai envie de dire, c'est presque notre réseau Enedis, parce que c'est ça qui nous apporte l'électricité chez nous. Et ça, une petite question forcément, est-ce que vous pouvez nous rassurer, j'ai posé tout à l'heure la même question, est-ce que vous pouvez nous rassurer avec cette canicule, est-ce qu'on aura toujours, est-ce qu'il n'y a pas un risque de panne d'électricité, notamment dans les grandes villes? Merci pour cette question qui n'était pas prévue. Mais on va quand même y répondre. Une question très d'actualité. Nous observons, et donc j'ai un message qui est rassurant, que nous avons aujourd'hui et les jours passés, depuis le début de la canicule, moins d'incidents cette année en période de forte canicule que dans les canicules précédentes, notamment celle d'il y a 2 ans. Alors on a la faiblesse d'y voir l'impact et le résultat de nombreux investissements que nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années, notamment dans les métropoles, pour moderniser et renforcer la robustesse du réseau. On a investi près de 7 milliards d'euros ces 5 dernières années sur cet enjeu de robustesse. Alors bien sûr, cette canicule, elle est quand même exceptionnelle, puisque quand il fait entre 20, 25, voire 30 la nuit, plusieurs jours de suite, à la fin, il fait 80, 90 degrés dans des sous-sols qui sont goudronnés. Et oui, ça peut avoir un impact sur notamment des câbles qui sont d'une technologie ancienne, des années 70. Alors, pour les spécialistes, c'est du papier imprégné, mais ça représente, je vais être rassurante, moins de 5% du réseau souterrain. Et donc, nous sommes mobilisés pour répondre. On faisait encore un point opérationnel ce matin. Nous avons investi, nous continuons à investir, nous sommes mobilisés et nous avons bien sûr des solutions de rechange pour piloter le réseau et réalimenter au plus vite les clients en cas d'incident dû à la canicule. Et donc, ponctuellement... Et alors, si j'élargis votre propos, votre question... Non, d'abord, est-ce que vous pouvez répondre à notre question qui nous intéresse? Est-ce que ce soir, est-ce qu'il y a un risque de panne d'électricité chez nous ce soir? La journée la plus chaude. Je ne sais pas si vous avez vu la presse américaine qui dit « ça y est, Paris est au-dessus des 100 degrés ». Évidemment, c'est 100 degrés Fahrenheit. Mais vous savez que dans certaines parties des États-Unis, l'équivalent d'Enedis arrête la distribution d'électricité quand la canicule est trop forte. Donc c'est pour vous donner une comparaison avec la performance du réseau électrique. Donc je peux être tout à fait rassurante. Et puis s'il y a des incidents, nos équipes opérationnelles sont mobilisées à chaque instant pour les traiter. Et donc ça m'amène à votre question un peu plus large, qui est finalement le rôle du réseau dans ce que nous avons appelé la grande électrification de la France, dans notre projet d'entreprise. Je pense que chacun l'a vu dans toutes les interventions qui se sont succédées. Ce rôle, il est absolument essentiel. Les électrons ne circulent pas en Wi-Fi. Et donc, pour que l'électricité qui est produite en abondance, qui est compétitive, qui est décarbonée, elle est aussi disponible à chaque instant, 24/24, 7 jours sur 7, grâce au réseau d'électricité. Alors, ce n'est pas notre réseau Enedis, c'est celui des Français, mais il appartient aux collectivités locales qui nous l'ont confié pour qu'on l'entretienne, on le modernise, on le développe. Et là, on parle d'une infrastructure qui fait 35 fois le tour de la Terre, 1,5 million de kilomètres de ligne, c'est le plus grand réseau d'Europe, et qui a su déjà très fortement s'adapter aux enjeux d'électrification qui vont maintenant s'accélérer. Quelles sont vos priorités justement dans cette grande électrification que vous devez assumer? Quelles sont vos 3 priorités peut-être? Le thème de la journée, c'est le sursaut. Je dirais que nous, on est déjà en sursaut depuis plusieurs années, puisqu'on a vu arriver à partir des années 2021-2022 une montée industrielle des raccordements. En 2025, pour vous donner un chiffre, nous avons réalisé 584 000
raccordement et mise en service, c'est une opération toutes les 54 secondes. À quoi et qu'est-ce qu'on raccorde? Eh bien, on a raccordé du côté de la production renouvelable un peu plus de 6 gigawatts et demi, mais du côté de la consommation, qui représente l'essentiel de nos raccordements, hein, c'est 400 000 versus 184 000 pour le raccordement ENR, eh bien, du côté de la consommation, nous avons raccordé 8 gigawatts de puissance supplémentaire, donc près de 6 pour des nouveaux clients. Et cette dynamique, elle concerne tous les secteurs qui ont été évoqués ce matin comme étant des potentiels de décarbonation, donc de sortie des énergies fossiles. Bien sûr, l'industrie. On a raccordé en 25 une centaine quand même de sites industriels nouveaux de plus de 5 mégawatts chacun, mais aussi 12 000 installations de recharge de véhicules électriques. Là, les intervenants en parlaient à l'instant. Ce qui fait que cette montée en puissance, elle est très concrète et elle place la France, on a parlé ce matin des avantages compétitifs, le réseau, par sa taille, par sa modernisation, par le fait qu'il est présent partout. Il n'y a pas de diagonale du vide en électricité. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas le service public de l'électricité. Donc il est là partout et il se développe, il se modernise. Et donc je pense que nos résultats, les résultats de la France, déjà depuis 5 ans, les bornes électriques, les bornes de recharge, les points de charge, 540 000 en 2020, 2,8 millions en 2025, presque x5, un peu plus de x5. Les pompes à chaleur, x2, 1,7 million, 3,2 millions. Et donc à Enedis, il y a 10 000 salariés sur les 42 000 qui sont mobilisés à chaque instant pour raccorder le plus vite possible, mais le moins cher possible aussi, car cette préoccupation de la facture dont les réseaux représentent un petit tiers, elle est aussi très présente dans notre esprit. Donc à chaque instant, c'est pour nous de faire de la performance et d'améliorer nos processus et de penser à la satisfaction de nos clients. Et ça, on ne le fait pas tout seul, je finirai sur ce point. Et merci à toute la filière industrielle qui travaille pour Enedis, mais aussi pour RTE et pour l'ensemble des opérateurs de réseau. Enedis, c'est 4,5 milliards d'achats de matériel électrique en 2025 qui ont été achetés à 70% en France, à 90% en Europe. Aujourd'hui, c'est 180 entreprises qui travaillent en France pour Enedis et 12 qui sont en construction. Donc, cette souveraineté d'une infrastructure qui n'est pas délocalisable, elle est souveraine, on ne va pas partir en Asie du Sud-Est. Elle permet d'apporter de l'électricité à tous les Français, qui est décarbonée et qui est souveraine, qui est produite en France. Mais elle entraîne aussi toute une filière du côté des travaux également. Pierre était là pour Écouen à l'instant, il en a parlé. Donc cette dimension, elle est aussi très importante à mettre en avant. C'est de l'emploi, c'est du développement territorial, c'est des écoles de formation, c'est des apprentis. Les perspectives futures sont considérables, évidemment. Ça entraîne des investissements de quel ordre pour vous et dans les prochaines années? Alors on a déjà accéléré et il faut continuer à accélérer pour rendre possible ce qu'on a appelé dans notre projet d'entreprise la grande électrification de la France. On parlait il y a quelques années de la seconde électrification de la France. Je crois vraiment qu'elle est en train de se produire réellement. J'ai cité des chiffres qui sont impressionnants. Donc on se prépare à monter encore en puissance sur ces raccordements, mais en indiquant que aussi ça n'est pas quelque chose qui est plug and play. Vous voyez, un raccordement, c'est pas je branche un sèche-cheveux partout où je peux, il y a une prise, c'est bon. D'abord, il peut y avoir des contraintes, hein, et il y a des moyens, et nous y travaillons avec RTE, de résoudre un certain nombre de contraintes. Pourquoi il peut y avoir des contraintes? Par exemple, pour les producteurs renouvelables, alors 90% sont connectés, des projets renouvelables sont connectés au réseau de distribution. C'est beaucoup dans des zones où il y avait peu de consommation, peu d'habitants, et où évidemment le réseau n'était pas, heureusement pour la facture des Français, surdimensionné. Et donc maintenant il faut faire des travaux, il faut le développer, il faut renforcer. Et donc c'est pour cela que nous travaillons avec la CRE, avec la DGEC et beaucoup avec RTE, à lever les contraintes qui peuvent se produire dans certains départements où des postes sources
sont saturés, soit du fait du réseau de transport, soit du fait des deux réseaux, soit dans quelques cas Mais du pardon, fait Marianne du Léniaud, sélénisme. la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est peut-être, dans le cadre d'un schéma de Oui, développement territorial, ne pas forcément installer des énergies renouvelables là où il n'y a pas de point source significatif. une remarque de bon sens Je que vous nous remercie. partageons complètement. C'est pour ça que nous allons, dans quelques jours, publier une carte des contraintes qui existent sur les postes sources Enedis RTE à l'usage des producteurs, des porteurs de projets renouvelables, pour leur dire, écoutez, là, et ceux-là, ils représentent à peu près 10% en termes macro. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place dans 90% des cas, mais allez là où il y a de la place, parce que quand quelqu'un développe, c'est l'image que prend souvent Émilie et je l'aime beaucoup, c'est l'image, et Émilie aussi, les deux, c'est quand vous avez une entreprise de logistique, de camions, vous ne la mettez pas n'importe où, et puis tout d'un coup vous dites, ah ben ça serait bien que l'autoroute vienne à côté de mon dépôt logistique. Donc il faut absolument intégrer l'existence de l'infrastructure, il faut mieux anticiper, il ne faut pas le faire au dernier moment. Donc plus les clients porteurs de projets en sous-tirage ou en injection viennent nous voir en avance de phase pour nous dire, voilà, j'ai un projet, le temps qui se développe, 2 ans, 3 ans, mais dès aujourd'hui, on travaille ensemble avec Enedis. Ensuite, ça a été évoqué par la présidente de la Creux, du côté de la consommation, il faut vraiment pouvoir déclencher des investissements. C'est votre question, je vous donnerai quelques chiffres dans un instant. Mais déclencher des investissements par anticipation, comme on a su le faire à Dunkerque, où on a construit un poste source sans savoir exactement quels seraient les clients qui en auraient besoin, mais on ne pouvait pas se tromper vu la forte décarbonation de la zone. Donc il faut mutualiser les coûts des infrastructures pour les clients en soutirage, que ce ne soit pas le premier qui demande l'étude et qui doivent payer s'il y a un renforcement à faire, mais que ce soit partagé pour qu'on puisse aller plus vite. Et puis il y a enfin des contraintes administratives à lever pour certains projets, par exemple du résidentiel collectif pour des bornes de recharge de voitures. Et parfois, il y a 2 tiers d'administratifs et 1 tiers de travaux dans le délai. Et enfin, c'est votre question, il faut investir. Et donc, nous avons déjà investi 5,7 milliards d'euros en 2025 et nous projetons, la présidente de la Creux a cité les 100 milliards à horizon 2040, mais on est sur la première échéance de la PPE et du plan d'électrification 2030, on projette un peu plus de 30 milliards d'investissements, dont la plus grande partie sera consacrée au raccordement des consommateurs, mais aussi à la résilience du réseau, parce que plus on va électrifier, à sa robustesse, plus on va électrifier, plus évidemment nous devons garantir une performance qui est aujourd'hui, je pense, de très bon niveau, puisque l'électricité, elle est disponible en France 99,99% du temps en tout point du territoire. Et ça, c'est une performance que nous devons maintenir en enfouissant, en modernisant, en rétrofitant les lignes, en changeant les câbles. Vous avez évoqué les sujets de canicule. Oui, mais il y a aussi le sujet des canicules, mais des aléas climatiques dans son ensemble, parce que ça soit des tempêtes, que ça soit des tempêtes, des pluies qui font que du coup les lignes sont hors service. C'est quelque chose, vous êtes comme les assureurs, vous êtes confrontés à ces aléas climatiques. Absolument, on est confronté à des aléas climatiques et nous on est calé sur les modèles du GIEC à 2040 et bientôt 2050 qui sont de plus en plus fréquents. On a eu 2 fois plus d'aléas climatiques les 2 dernières années que les 2 années d'avant. De plus en plus violents, de plus en plus soudains, voire peu prévisibles dans leur ampleur et très diversifiés et à des périodes de l'année pas du tout habituelles. On a des canicules précoces, des inondations au printemps et vous avez vécu comme nous le début de l'année 2026 avec les tempêtes Nils, Goretti et Pedro à la suite. C'est pour ça que nous investissons chaque année plus d'1,5 milliard et nous allons passer dans les années qui viennent à 1,9 milliard, un chiffre jamais atteint, pour rendre ce réseau plus robuste en rénovant, en construisant 20 000 km par an de lignes nouvelles et en rénovant 15 000 km par an de lignes et en construisant 100 postes sources nouveaux d'ici 2030. Donc c'est un énorme projet industriel. Est-ce que l'enfouissement des lignes est une réponse ?
Alors l'enfouissement des lignes, ça fait partie des solutions pour la robustesse. Et je vous ai dit, tous les 3 ans, 35 fois le tour de la Terre, le réseau, tous les 3 ans, on construit un nouveau tour de Terre. Donc c'est une infrastructure, mais en développement. Et 90% de son construit est enfoui. Donc oui, c'est une solution. Mais pour autant, nous avons un grand réseau aérien qui fait à peu près 42% de nos lignes et puis 58% enterré. Nous devons le maintenir. Il n'est pas possible d'enfouir partout pour des raisons géographiques. Il y a des zones granitiques en Bretagne où c'est pas possible. Vous avez des zones de montagne très inondables. Vous vous souvenez de la vallée de la Roya, le réseau était enfoui. La falaise est partie, le réseau est parti aussi. Et puis, donc il faut bien cibler et enfouir dans les zones boisées, parce que là, vous avez des risques d'arbres qui tomberaient sur les lignes. Et puis aussi, c'est 5 fois plus cher, 1 kilomètre de ligne enfouie qu'un kilomètre de réseau aérien rétrofité. Et donc, comme on fait attention à la facture des Français, on cible vraiment ces programmes d'enfouissement. Merci beaucoup, Marianne Legnaud. Beaucoup de questions encore à vous poser, mais l'heure tourne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.